Vous êtes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nuit blanche pour la Palestine. Bon, vous l'avez constaté, quelques problèmes techniques. Ce sont les aléas du direct. Merci de bien vouloir nous excuser. En tous les cas, cette nuit sera belle, longue et solidaire. Alors, notre premier rendez-vous ce soir est avec Gaza. Gaza, il n'existe nulle part dans le monde une situation comparable. Plus de 2 millions d'êtres humains sont emprisonnés sur une bande de terre de 360 km² entre Israël et l'Égypte. Depuis 14 ans, un blocus imposé par Israël maintient la population entre murs, grilles, miradors munis d'armes automatiques, vedettes de guerre sur mer, drones et F-16 dans les airs. Vous l'avez compris, les Palestiniens ne peuvent en sortir, ni par air, ni par terre, ni par mer. Pour en parler, ce soir, nous sommes tout d'abord en direct avec Walid Aboudba. Bonsoir Walid. Bonsoir Madame Françoise, bonsoir tout le monde. Bonsoir Walid. Merci d'être avec nous, vraiment merci beaucoup. Tu es professeur de français à Gaza. Tu as créé une magnifique association humanitaire. Elle s'appelle Tabassam. Elle vient en aide aux plus démunis et aux enfants. Tu es actuellement en France où tu suis tes études de Master 1 en française à l'Université de Lille 3. Bravo. Alors, ce soir, nous souhaiterions que tu nous parles de tes actions à Gaza pour venir en aide aux familles qui souffrent du blocus, l'aide psychologique que vous apportez aux enfants, mais aussi de tes projets et de tes espoirs. Merci Walid. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Et je suis vraiment fier d'être parmi vous aujourd'hui en direct. Et c'est moi qui dois vous remercier pour cette belle soirée, même si c'est pour parler de la souffrance de la Palestine et de parler de Gaza et tout ce que se passe actuellement en Palestine. Mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui font la solidarité avec nous, comme vous, les militants qui soutiennent la cause palestinienne, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir des contacts comme vous, des gens qui font la solidarité avec le peuple palestinien, ce peuple qui a déjà souffert de guerre, on peut pas dire même de guerre, des invasions israéliennes pendant des années, ça fait longtemps qu'on souffre de ça. Donc, pour la situation à Gaza, donc, comme vous le savez, maintenant c'est tendu, et à Cisjordanie aussi c'est tendu. Et l'occupation israélienne, il essaie de profiter du territoire palestinien, il essaie toujours de faire des choses que personne ne peut supporter. Et la situation actuelle, c'est vraiment différente. C'est pas comme les autres pays du monde. Donc pour moi, comme vous avez dit à cette belle introduction, que je suis professeur de français. Ça fait 10 ans que j'enseigne la langue française en Palestine, à Gaza. J'ai été diplômé au département de français à l'université Al-Aqsa. C'est une université très connue qui enseigne la langue française, et je suis vraiment fier d'avoir fait partie de département de français, ou être un diplômé de département de français. C'est pour ça, grâce à Dieu, puis grâce à mes études à l'université Al-Aqsa, je parle français maintenant. Et j'ai envie aussi de remercier tout le monde, et même les étudiants au département de français, tous les francophones à Gaza qui essayent d'apprendre cette belle langue, même si c'est difficile et c'est pas facile de parler cette langue dans une société comme Gaza, bien fermée, et qui souffre de blocus depuis des années, depuis longtemps. Et c'était pas facile. Donc, tout le respect pour les étudiants ou tous ceux qui veulent apprendre cette langue. Donc, moi aussi, je suis le fondateur de l'association éducative Tabassam. Tabassam, ça veut dire sourire. Et c'est ça le but de notre association. C'est juste diffuser la joie sur les visages des enfants ou les familles qui sont dans le besoin, ou les opprimés. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai essayé de réaliser plein de projets pour le peuple palestinien, parce que en tant que professeur de français qui parle cette belle langue, et que je connais beaucoup de personnes, ou plusieurs personnes qui parlent cette langue, des francophones,
en Europe ou partout. Donc, j'ai essayé juste de profiter la langue française pour aider mon peuple. Parce que ça sert à rien si je ne profite pas cette langue pour aider mon peuple. Et dès le début, je voulais apprendre une nouvelle langue juste pour aider mon peuple et aider la cause palestinienne. En même temps, c'est pacifiquement, bien sûr, parce que moi, je suis sûr je crois en l'éducation. Ça veut dire l'éducation, c'est la meilleure arme. C'est ça qu'on peut, on peut libérer la Palestine avec des résistants palestiniens éduqués. Donc, un résistant sans éducation, ça sert à rien. Mais un résistant éduqué, ça c'est magnifique. Et l'éducation, c'est le plus important dans la vie en général. Voilà. Comment, Walid, les Palestiniens de Gaza peuvent-ils s'abriter lors des bombardements? Il y en a eu encore dernièrement le 15 juin, alors qu'on l'a dit, c'est une petite bande de terre, hein, vous êtes pris en étau. Comment faites-vous aussi pour pallier aux coupures d'électricité, aux coupures d'eau, enfin, tout au moins cette eau qui n'est quasiment plus potable? Voilà. Comment faites-vous au quotidien pour faire face à… D'accord. En fait, moi, j'ai déjà souffert et j'ai déjà vécu cette souffrance à Gaza. J'ai déjà souffert du coupure d'électricité qui dure entre 15 et 18 heures par jour. C'est selon. Des fois, ça dure de 8 heures. 8 heures et après, il y a une coupure d'électricité de 8 heures. 8 heures, 8 heures, comme ça. C'est en général entre 8 heures et 15 heures par jour. Et ça, c'est vraiment insupportable. Imaginez-vous qu'il n'y a pas d'électricité parce qu'on compte sur l'électricité pour tout ce qu'on doit faire dans la vie quotidienne. Et en plus, l'eau potable, il n'y a pas de l'eau potable. On est obligé d'acheter de l'eau potable pour boire. Donc, et en plus, l'eau pour se laver. Donc, c'est différent dans différentes zones à Gaza, par exemple, dans la ville de Rafah où j'habite. De l'eau normale pour se laver, ça vient chaque 3 jours pour 2 heures. Ça veut dire 2 heures. Donc, si tu n'as pas d'électricité pour utiliser le moteur pour remplir les citernes, donc ça sera foutu. Donc, tu peux pas parce que il faut qu'il y a de l'électricité pour pouvoir remplir les citernes au 2e étage, au 3e étage. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, tu peux pas remplir les citernes. Et ça, c'est un autre problème. Comme ça, tu es obligé, soit tu achètes, soit tu vas chez tes frères ou tes voisins pour aller aux toilettes ou pour se laver. Et ça, c'est vraiment insupportable. Donc, on parle ça au niveau de l'électricité ou de l'eau potable ou de l'eau normale. Donc, on parle aussi pour le chômage ici à Gaza. On souffre beaucoup de chômage. Il y a plein de diplômés qui trouvent pas du travail, pas dépenser, pas. Hi, bonjour, je suis là. Salut. Bonjour, Walid. Walid, c'est notre invité. Bonjour, je suis avec Madame Fadwa de la Cisjordanie pour poursuivre la connexion. D'accord, très bien. Merci, nous vous retrouvons tout de suite. Juste une question quand même à Walid. Tu nous l'as dit, Walid, les Gazaouis vivent dans un stress permanent, Bah oui. alors qu'ils veulent vivre pacifiquement. Est-ce que, sans crainte donc de l'avenir, est-ce que tu penses que c'est envisageable quand même? C'est ça le problème. Le problème de Gaza, la société gazaoui maintenant, qu'il y a toujours des bombardements. Il y a toujours. Moi, actuellement, j'ai déjà souffert de ça. J'ai déjà perdu mon frère et mon neveu en 2014. Ils ont été bombardés par des drones israéliens, malheureusement. Ils étaient en train de sauver des blessés à notre quartier. Mais malheureusement, comme vous le savez, les drones ou les armes israéliennes ne peuvent pas faire différence entre les gens les secouristes, on peut dire, et les gens normaux ou les civils. Donc, ils bombardent tout le monde. Donc, moi, j'étais obligé de ramasser ou de récolter le reste de leur corps par terre, qu'ils étaient des morceaux par terre. Et j'avais même pas l'occasion à faire adieu
à mon frère, à mon neveu. Et ça, c'était vraiment inoubliable. Et c'était une période de ma vie, c'est le plus difficile. Et en plus, j'ai déjà souffert parce que j'ai un autre frère qui a passé 12 ans et demi aux prisons israéliennes chez les Israéliens. Et j'ai un autre frère aussi, il a été blessé en 2005. Donc tout ça, on peut dire aussi que chaque maison en Palestine, tu vas trouver soit un martyr, soit un blessé, soit un prisonnier. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment difficile pour le peuple palestinien d'avoir une occasion de vivre une vie normale. Je dis normale, ça veut dire juste en paix et en sécurité. On ne parle pas du vie de luxe. Jamais, jamais. C'est juste parce que, écoutez, maintenant, il y a des amis qui parlent avec moi, ils me disaient, Walid, tu as vécu toute ta vie à Gaza, et qu'est-ce que tu apprécies ici en France? J'ai dit l'électricité et de l'eau chaude. Et commence à rigoler, mais ça va, ok, vous pouvez rigoler, je rigole aussi, mais c'est ça la vérité. Parce qu'à Gaza, on souffre beaucoup de ça. Et ça, c'est le monde qu'on va avoir le droit de vivre une vie normale comme les autres pays demandent. C'est juste en paix et en sécurité. Je ne parle pas du vie luxe, on ne parle pas de l'argent, on parle de rien. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de bombardement. Pour moi, j'apprécie beaucoup que je peux dormir maintenant, même s'il y a de cauchemars, même s'il y a... Parce que ce n'est pas facile d'oublier tout ce que s'est passé à Gaza, en Palestine, du coup, comme ça. Je ne peux pas oublier. Donc, à chaque fois, il y a des cauchemars. Et parce que ce que j'ai déjà vécu comme tous les Gazaouis, je ne parle pas de moi, non, tous les Gazaouis comme ça, tous nos frères et nos sœurs et toutes les familles à Gaza, ils ont déjà souffert des situations comme ça. Donc, je ne peux pas oublier tout ce que s'est passé comme ça d'un coup. Donc, c'est vraiment difficile de vivre en paix, en sécurité, parce qu'il y a toujours de bombardements, toujours, et partout. Et le bombardement, il ne peut pas te faire un avertissement où tu te dis non, je vais bombarder maintenant ou demain ou après 5 minutes. Ça vient comme ça. Soudain, tu trouves des bombardements. Soudain, et du coup, comme ça, tu trouves des gens qui sont tombés en martyrs. Des fois, quand j'étais à Gaza, elle m'appelle Walid. Par exemple, je passe la soirée avec des amis. Et du coup, le lendemain, les amis m'appellent. Elle me dit Walid, viens, on va en tirer notre ami qui était avec nous hier. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Mais comment ça? Il était avec nous hier. On est juste, il y avait quelques heures. Mais il dit comme ça. C'est pour ça, il n'y a pas de sécurité, ni de sécurité, ni de la paix en Palestine. C'est pour ça, c'est difficile. Voilà. Écoute, Walid, un grand merci pour ce témoignage. Je rappelle que ton association s'appelle Tabassam, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Je dois laisser maintenant la place à d'autres invités. Ton témoignage a été extrêmement précieux. Je te souhaite beaucoup de courage, de la réussite dans tes études et puis transmets toute notre solidarité au peuple gazaoui. Elle est sans faille. Voilà. Un grand merci, Walid. Merci beaucoup pour tout le monde, pour cette soirée magnifique, extraordinaire. Et je vais laisser la parole à ma sœur Palestine, ma sœur, ma collègue et mon professeur aussi, en même temps qu'elle m'a bouffé pour vivre. Non, il faut dire ça. Et je dis toujours ça parce que c'est ça la vérité. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Madame Palestine, pour le département de français qui a beaucoup de développements extraordinaires pendant ces dernières 2 ans. Merci beaucoup à toi et à tout le monde. Et je te laisse la parole. Et Rabbi yahfadak ya Rabbi, Rabbi yahfadkom jami'an. À très vite, Walid. Merci. Salam alaikum. Au revoir. Au revoir, Walid. Et merci pour ce témoignage. Et nous sommes toujours en direct de Gaza et nous sommes à présent avec Palestine Busrus, professeure de français et directrice du département de français de l'université d'Al-Aqsa de Gaza. Alors bonsoir Palestine et vraiment merci d'être présente à cette nuit blanche pour la Palestine. Alors sans tarder, une première question. Gaza est sous blocus israélien depuis 14 ans. Un raid aérien israélien a bombardé la population le 15 juin. Comment alors, dans ces conditions, peut-on étudier à Gaza? Alors, au début, bonsoir à tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Participer dans cette nuit blanche pour parler de la Palestine, pour parler de la cause palestinienne, ça c'est un honneur pour moi. Alors, en fait,
parlant de l'éducation, comment peut-on étudier, mais comment peut-on vivre en général. Mais l'éducation, surtout pour les Palestiniens, pour les gens gazaouis, ça, c'est leur vie et leur résistance. Ça, c'est le seul espoir pour lequel ils vivent ici à Gaza. Alors donc, continuer à vivre, continuer à étudier à Gaza, pour nous, c'est un défi. Parce que même avec une crise économique continue à Gaza, alors depuis longtemps, depuis plus de 14 ans de blocus à cause de l'occupation israélienne, mais les étudiants palestiniens, les élèves palestiniens continuent à fréquenter leurs écoles et leurs universités sans arrêt de cours. Il n'y avait pas arrêt de cours. Alors même maintenant avec Covid-19, on a continué à faire les cours à distance. Alors pour nous, les Palestiniens et pour tous les gens, c'est le seul défi qu'on dit, c'est la seule chose pour laquelle on vit à Gaza. Alors le seul espoir, c'est leur avenir, c'est leur fenêtre pour un meilleur avenir, c'est l'éducation. Alors c'est aller à l'université, poursuivre leurs études, pourquoi pas voyager à l'étranger pour vivre d'autres expériences, suivre leurs études supérieures. Ça, c'est pour eux, c'est leur fenêtre vers le monde. Donc, c'est pour cela ils sont toujours là, ils sont très arrachés à leur vie, alors ils sont trop forts. Alors, c'est ça la raison, la première raison pour les Palestiniens de continuer à étudier. Oui, tout à fait. L'éducation vraiment est partie complètement intégrante, y compris pour se sortir du quotidien. Mais je voudrais revenir, et tu as cité le Covid-19. Alors, face au Covid-19, face à la crise sanitaire, quels sont les impacts sanitaires, mais aussi quels sont les impacts économiques pour la population à Gaza? Alors, parlons de deux choses, de deux situations liées. Alors, parlons au début de blocus qui a duré plus de 14 ans, qui a beaucoup affecté mal la situation économique et sanitaire à Gaza. Et on arrive enfin au problème, aux crises sanitaires causées par Covid-19. Alors, Gaza est sous blocus pendant 14 ans. Alors, pendant ces 14 ans-là, alors Gaza a été complètement enfermé. Alors, à cause de l'occupation, les passages sont enfermés, infrastructures fragiles, faible, où il y a presque rien. Pendant encore ces temps-là, on parle des attaques militaires successives contre Gaza, contre les civils, contre les bâtiments, contre les structures médicaux. Alors, même, on parle même le moindre des besoins des hôpitaux palestiniens, ça n'existe pas. Oui, il faut savoir que les militaires israéliens lancent des bombes, y compris sur les infrastructures sanitaires, les hôpitaux. Mais sur les hôpitaux, les cliniques, alors tout était touché par les attaques militaires. Alors, où il y a toujours ce qui est inhumain, parce que tout simplement, quand on est dans un cas de guerre, mais il y a toujours les droits de l'homme, il y a toujours la loi internationale que vous devez respecter, qu'il y a des civils, il y a les structures médicaux que vous ne devez pas toucher. Alors même, ils tuent les blessés, ils ont tout simplement attaqué les ambulances. Alors, ils ont attaqué les cadres médicaux, alors des médecins, des infirmiers, alors qui étaient morts, alors ils étaient soit blessés, soit morts. Alors même, rien dans le cadre du système médical. Alors, dans la bande de Gaza, étaient tous touchés, blessés, blessures ou encore des morts, ou encore des destructions complètes pour l'infrastructure médicale alors à Gaza, donc il était complètement, je peux dire, détruit. On arrive à une crise de Covid, alors une crise mondiale, alors qui a vu la chute des grands pays, alors partout dans le monde, alors devant ce virus qui attaque, je peux dire, très sévèrement tous les pays, alors tous les systèmes, qui a tout simplement, il a bouleversé tout le monde. On parle ici encore de Gaza une autre fois devant une autre crise. Alors, on parle selon les rapports du ministère de la Santé. Alors, vu le Covid-19, il y avait justement alors environ 100 lits de réanimation alors dans tous les hôpitaux de Gaza. Alors, on parle de combien? On parle de plus de 2 millions d'habitants. Alors, dans presque 45 mètres carrés, alors on parle d'une grande densité de population. Une catastrophe encore plus importante.
Voilà, alors il y a les taux. Alors, on parle ici, heureusement à Gaza, il y avait avec le blocus, les bordures de Gaza, les frontières c'était complètement fermées. Alors donc, c'était un peu plus facile de contrôler les passages. Donc, alors les autorités sur les passages, soit à Erez, au nord de la bande de Gaza, ou soit à Rafah, au sud de la bande de Gaza, les deux passages qui peuvent faire entrer ou voyager les Palestiniens ou les autres, les invités qui peuvent venir nous visiter à Gaza. Alors, mais en fait, et alors tous les deux bordures ici sont complètement, je peux dire, fermés. Ils ouvrent pour faire entrer les Palestiniens qui veulent rentrer à Gaza. Ils les envoient tous tout directement au confinement alors qu'ils ont fait des centres de confinement, alors il y avait encore des hôpitaux. On parle ils passent cette période de confinement pendant 21 jours, où on arrive à 28 jours selon la décision du ministère de la Santé. Mais on parle toujours, on revient à l'infrastructure qui est détruite. Alors donc, même le système médical, ils n'arrivent pas à supporter si que le Covid-19 va prolonger de plus, où on arrive à des cas, plus de 100 cas, ça veut dire que les 100, ils vont tous mourir, ou des cas de contamination, alors qu'ils seront de plus en plus élevés, et il ne sera pas tout facile à contrôler cette épidémie qui peut tout simplement alors effacer Gaza de la vie, malheureusement. Alors, donc, tout à fait, c'est le grand rêve des Israéliens. Alors, le temps file trop vite, mais je voudrais encore, j'ai une troisième question à te poser. C'est par rapport à la violence d'Israël qui réprime avec une extrême violence, qui tue les jeunes, qui blesse les jeunes dans le cadre des marches pour le retour. Et la cible, bien sûr, on appelle une génération en béquille. Alors moi, je voulais avoir votre sentiment, quel espoir, mais aussi quelle résistance pour la jeunesse à Gaza. Regarde, ici, deux choses intéressantes alors qui font la vie des Gazaouis. C'est l'espoir et la patience. La patience, c'est bien. C'est la patience. Alors, on est toujours là par exemple, moi, comme jeune Palestinien, je dis, demain sera mieux. Alors, j'attends que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Alors, donc, c'est la patience et la foi, à la fois qui existe dans notre cœur, que demain sera mieux. Et donc, on attend impatient ce demain, en attendant une communauté internationale qui pourra nous aider. On attend les droits, les ONG, on attend tout le monde qui peut tout simplement se réveiller pour voir que les droits des Palestiniens, où les Palestiniens ils sont privés du moindre de leurs droits, et c'est le moment de leur dire, voilà, vous avez beaucoup souffert, donc prenez ce que vous méritez. Ça, c'est la patience des Palestiniens. Les Palestiniens, ils attendent ce moment-là. Pour cela, on est encore vivant. On respire cet espoir-là. Patience, et on ne lâche pas cette terre. C'est une question de droit, de justice et de liberté. Voilà, ça c'est dans la foi des Palestiniens, ça c'est dans leur cœur. Alors ça c'est quelque chose qui tout simplement on est allaité avec ces mots-là. Alors que c'est de la terre palestinienne, c'est pour les Palestiniens, le droit de retour, ça c'est un droit légitime, on va revenir un jour. Alors même, je parlais toujours avec mon grand-père, il est mort en attendant de revenir à son village. Alors, même moi, j'enseigne mes enfants les mêmes valeurs, les mêmes principes que ça. Et on est là, ça c'est une période provisoire et donc on va revenir un jour. Sur vos terres. Voilà, ça sont les principes dans notre vie. Et je te répète, alors ces principes-là qu'on plante dans nos cœurs et dans le cerveau de nos enfants, c'est ça la raison pour laquelle on est encore attaché à notre terre et on va continuer, on va y rester. On ne va pas y sortir parce que je suis convaincue que demain sera pour moi. Donc, j'attends ce demain-là. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Palestine. Et, je te remercie infiniment. Et merci d'avoir répondu à l'appel de cette nuit blanche pour la Palestine. Et je vous dis bonsoir et en espérant qu'on puisse se voir un jour à Gaza. Je vous remercie infiniment pour cette journée, pour votre solidarité pour les Palestiniens partout.
Alors, on est là. Et mon père, il m'a dit un mot. Mon père, il m'a appelé Palestine, non pour rien. Alors, je m'appelle Palestine comme le nom de mon pays. Donc je suis porteuse de cause. Alors, donc, voilà. Ah non, j'espère vous voir un jour prochainement à Gaza, au département de français de l'Université Al-Aqsa. Alors, j'espère encore. Je dis bonsoir à Christophe Oberlin. Il est un ami de département. Il est venu nous voir plusieurs fois au département de français, un grand solidaire pour les Palestiniens, alors qu'il a beaucoup fait pour nous. Je vous remercie avant de commencer vos paroles. Je vous remercie infiniment. Alors, et on sera toujours connectés. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon courage. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc là, on attend notre prochain invité. Et Palestine nous avait fait une transition puisque nous attendons Christophe Oberlin. Ben, je suis branché, mais manifestement, vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas. Si, Christophe, on vous entend très bien par contre. D'accord. Bah, écoutez, en attendant que l'image vienne, on peut peut-être commencer si vous le souhaitez. Effectivement, alors, nous sommes toujours sur la question avec Christophe Oberlin. Alors, bonsoir et merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes chirurgien spécialisé de la microchirurgie et de la chirurgie de la main. Ah ben voilà, on se voit. Ça marche. Ça marche. Au revoir, Palestine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Courage. Au revoir. Bon courage. Bon, merci. Palestine l'a dit, vous effectuez des missions humanitaires, 3, je crois, dans la bande de Gaza par an. Vous opérez les handicapés victimes des crimes de guerre israéliens et vous formez les chirurgiens palestiniens. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de droit, de justice et de la Cour pénale internationale. Alors tout de suite, une première question. Le 20 décembre 2019, la procureure de la